Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre 215e éclairage sur l'actualité en Russie, on appelle le briefing aussi plus volontiers. Voilà, donc comme d'habitude, nos deux experts qui vont rivaliser de savoir, d'intelligence et de connaissances. Donc on va commencer, comme de coutume, d'une certaine façon, par Arnaud avec l'économie, la politique et la suite du feuilleton Kadyrov. Tout le monde est suspendu à tes lèvres pour savoir où nous en sommes. Mais le sang coule-t-il? Merci, Président. Les chefs d'abord, effectivement. Je commence donc avec quelques brèves d'économie tout d'abord. La dette extérieure de la Russie, rapportée au PIB du pays, qui atteint son plus bas niveau depuis la fin de l'URSS. Elle représente 14,5% du produit intérieur brut. Je rappelle qu'elle représentait 31% en 2020, ce qui n'est pas si loin, et 91% en 1995. Donc cette trajectoire de décrue de la dette extérieure de la Russie se poursuit. L'inflation, en revanche, reste à un niveau assez élevé de 8,5% en rythme annuel. C'est un tout petit peu moins que la semaine d'avant, 8,52, mais on voit que le problème demeure, ce qui pourrait, j'en ai parlé la semaine dernière, conduire la Banque de Russie a relevé encore une fois son taux directeur. En tout cas, c'est ce que le tout Moscou économique et financier attend, craint pour partie. Aujourd'hui, le taux directeur de la Banque de Russie de 19 points, il pourrait être euh, relevé jusqu'à 20, certains disent 21, voire 22. Nous verrons. Nous serons fixés vendredi 25. Autre chiffre, les virements effectués depuis la Russie vers l'étranger qui ont baissé de 14% sur les 8 premiers mois de l'année. Il représente environ 5 milliards d'euros. Cela traduit, semble-t-il, entre autres, la plus grande difficulté pour sortir l'argent de Russie. De nombreuses banques, y compris les dernières banques occidentales présentes en Russie, comme Raiffeisen et Unicredit, ayant suspendu ou rendu beaucoup plus complexe ces virements. Autre recul, celui des exportations russes de charbon vers l'Inde, moins 26% sur les 9 premiers mois de l'année. Là encore, les problèmes logistiques expliqueraient cette tendance. Quelques mots sur la substitution d'importation, sur la localisation, l'un des grands sujets de macroéconomie en Russie ces dernières années. Euh, on sait que les autorités russes cherchent à rendre plus souveraine, plus hermétique aux influences étrangères et singulièrement occidentales l'économie nationale. Et l'un des dossiers, c'est les logiciels de conception étrangère qui doivent en principe être bannis des entreprises et des structures étatiques à l'horizon enfin, 2025. Et bien plusieurs grands groupes, parmi lesquels Rosatom, Gazprom Neft, les chemins de fer, RSZD et Roscosmos, ont demandé aux autorités de reporter à 2027 l'entrée en vigueur du décret présidentiel qui leur fait obligation donc de renoncer aux logiciels de fabrication étrangère. Mais la grande actualité économique de ces derniers jours, ces dernières semaines, mais ça se confirme ces derniers jours, ce sont les signaux assez négatifs envoyés par le pouvoir russe aux Occidentaux, ont tout d'abord été officialisés la semaine dernière les nouvelles conditions auxquelles les entreprises des pays dits inamicaux peuvent céder leurs actifs en Russie, la décote automatique du prix de vente par rapport à la valeur de l'actif passe de 50% à 60%, tandis que la taxe de sortie à payer au budget fédéral passe de 15 à 35%. En outre, toute transaction d'une valeur supérieure à 50 milliards de roubles, c'est-à-dire à peu près 470 millions d'euros, doit être approuvée par le chef de l'État, en plus de la sous-commission gouvernementale. In fine, donc, ce sont 5% seulement de la valeur de leurs actifs que les entreprises occidentales concernées pourront théoriquement récupérer, et ce, non pas en une seule fois, mais de façon échelonnée. Donc on voit que le signal qui était déjà assez clair, il le devient encore plus. Le pouvoir russe ferme les écoutilles. Alors on ne peut pas exclure que certaines entreprises quittent encore la Russie, mais c'est au-delà du bradage. C'est partir, rendre les clés
au pouvoir russe et repartir, comment dire, dans son plus simple appareil. Autre décision qui vont dans le même sens. Vladimir Poutine a placé hier Glave-Product, qui est une entreprise américaine spécialisée dans la production de conserves sous tutelle de l'Agence fédérale de gestion des biens de l'État. Donc, pour parler clairement, ça a été nationalisé à titre provisoire. Et autre signal, le parquet général exige qu'1 milliard d'euros soit prélevé des comptes de Shell pour un préjudice qui aurait été écologique et autres qui aurait été commis causé par la société anglo-néerlandaise. Ce qui est intéressant, c'est que cette somme, elle correspond peu ou prou au montant qu'a payé Gazprom, théoriquement à Shell, pour lui racheter sa participation dans Sakhalin 2. Donc là aussi, le signal est clair, il n'est pas question que cet argent sorte de Russie euh, euh, dans enfin, à court terme et sans doute à plus long terme. J'en viens maintenant au sujet de politique intérieure et de société avec la libération d'Alexei Moskaliov, ce père d'une écolière de la région de Toula qui avait fait, on s'en souvient, un dessin anti-guerre en classe. Il avait été condamné en mars 2023 à 2 années de détention. Il a été libéré en milieu de semaine. La Douma d'État qui a adopté en première lecture 2 textes. Le premier sur l'immigration illégale et donc les passeurs et les groupes organisant l'immigration illégale seront passibles de peine de 15 années de prison. Et autre texte voté aujourd'hui en première lecture, celui sur la propagande de l'idéologie dite child free, sans enfants, sujet qu'on avait évoqué lors de précédents briefings. Euh, Autre nouvelle régionale, mais qui en réalité en dit long sur l'état du débat politique ou l'état des esprits en Russie aujourd'hui. Le gouverneur de la région de Vologda, qui a annoncé qu'une statue de Staline serait bientôt érigée dans l'enceinte du musée de la relégation. Il s'agit d'une petite maison où Staline a vécu fin 2011, 1911-1912. Selon le nouveau gouverneur, de nombreuses demandes lui avaient été adressées en ce sens. Et le même gouverneur a annoncé qu'un monument en l'honneur d'Ivan le Terrible verrait également le jour à Vologda. Vologda, je le rappelle, c'est aussi la ville de Varlam-Chalamov, ce qui rend le symbole d'autant plus fort. Les élus de Yakoutie, en Sibérie, qui proposent l'annulation pure et simple de l'élection des maires des capitales régionales de l'ensemble de la Russie au suffrage universel direct. Je rappelle que de tels scrutins n'existent plus que dans 4 régions de Russie, contre 75 en 2003. Et en Yakoutie, en 2018, il y avait eu une surprise, puisque Madame Avksentieva avait été élue à la tête de la ville de Yakoutsk contre le candidat officiel du pouvoir. Entre-temps, elle est devenue l'une des dirigeantes les plus connues du parti Jean Nouveau. Donc on voit que cette tendance au rétrécissement du champ du vote, enfin, du scrutin universel direct, cette tendance se poursuit. Mais j'en viens aux détectives, comme dirait le président, à l'affaire Wildberries-Kadyrov. On en a parlé à plusieurs reprises ces dernières semaines. Il y a eu, vous vous en souvenez, une fusillade à Moscou, il y a eu diverses déclarations. Eh bien, que s'est-il passé depuis la semaine dernière? Il y a eu, d'une part, les accusations de Madame Kim, ex-Madame Bakalchuk, qui estime que son mari a détourné 37 milliards d'euros de la société Wildberries. Ce n'est pas rien. Surtout, cette affaire est devenue encore plus politique après les appels, les menaces de vendetta formulées par le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Eh bien, son voisin, si j'ose dire, le chef du Daghestan, s'est senti obligé de prendre position dans cette affaire et de soutenir publiquement le sénateur et oligarque Kerimov, qui était visé par Kadyrov. Et élément nouveau et intéressant, le Kremlin, qui jusqu'à présent avait observé
une position assez neutre et surtout avait gardé le silence et bien s'est exprimé prudemment hier, mais tout de même, Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence, a estimé que Ramzan Kadyrov devrait s'adresser à la police s'il faisait l'objet de menaces. Je ne sais pas dans quelle mesure il faut prendre ses propos au sérieux et quelle est la dose d'ironie. Chacun se fera une idée. En tout cas, il est probable que des messages un peu plus fermes que celui-ci soient adressés en coulisses par le pouvoir aux protagonistes de cette affaire pour éviter qu'elle ne dégénère en conflit intra-caucasien. Cette affaire, je l'ai dit et je le souligne, rappelle, met en évidence la fragilité finalement des équilibres et surtout une certaine régression à l'œuvre depuis 2022. La question des conséquences ultimes pour les protagonistes de cette affaire, et notamment pour Ramzan Kadyrov, qui n'est guère habitué à être mis en échec. Cette question reste ouverte aujourd'hui, donc il y aura peut-être une suite la semaine prochaine. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions, bien entendu. Par rapport les questions sur l'immigration illégale, on parle d'immigration de quel pays? Des passeurs qui feraient passer des gens d'où à où? On parle des pays limitrophes de l'ancien périmètre soviétique ou c'est carrément de l'international? Non, on parle essentiellement de l'immigration en provenance d'Asie centrale. D'Asie centrale, et il y a un certain nombre de personnes qui font venir effectivement des immigrés avec des visas qui ne sont pas forcément des visas de travail ou qui contribuent à ce que ces personnes restent en Russie après expiration de leurs droits. Il y a aussi toute la question de l'enregistrement de ces personnes, parfois 20, 30 personnes dans les mêmes appartements. Donc c'est ces personnes-là, je pense, que vise la nouvelle loi. Oui, donc c'est plus une aide à rester plutôt qu'à passer les frontières. Oui, c'est ça, c'est comme aide au séjour clandestin sur le territoire national. D'accord. Vologda, ça suscite quelques questions. Pourquoi le pouvoir russe préfère-t-il Staline à Lénine? Et je demanderai également, est-ce qu'il y a une statue de Varlam Shalamov à Vologda ou au moins une plaque? Alors oui, il y a un musée Chalamov. Il y a un musée Chalamov qui est dans le presbytère où habitait le père de Varlam, Tikhonovitch, donc Tikhon Chalamov, qui était un prêtre qui avait été notamment en poste aux Aléoutiennes à la fin du 19e siècle. Donc oui, il y a un musée Chalamov, voilà, qui est toujours ouvert, qui est tout à fait remarquable et intéressant et que je recommande à tout le monde. Pourquoi préférer Staline à Lénine? Je ne suis pas sûr qu'on puisse le formuler comme ça, parce que Lénine n'a pas été enlevé en réalité. Lénine reste dans toutes les villes et les villages de Russie, pratiquement tous. Euh, Ce qui est nouveau, effectivement, c'est la réapparition de bustes, de monuments à Staline. Alors ça a commencé en Géorgie, enfin en Ossétie du Sud, dans sa ville de Gori, et puis on en a vu quelques-uns. Alors ça reste marginal, mais c'est un vrai tabou. L'un avait été, alors installé dans une grande ville de Russie, et il a été détruit très rapidement. Donc il faudra voir si ce buste de Staline reste. Ceci dit, le projet, c'est non pas de le mettre sur la place centrale de Vologda, mais dans un enclos finalement, dans le périmètre du musée de la relégation, ce qui l'expose moins à ce type d'action de personnes qui seraient opposées à l'apparition de bustes et de monuments à Staline. Un petit peu à l'exemple de ce qui s'est fait pour la statue de Dzerzhinsky, enfin, dont une copie a été installée dans un des bâtiments du NVD, c'est ça? Oui, effectivement, les promeneurs moscovites qui souhaitent apercevoir Félix Edmundovitch peuvent le faire en se passant devant les grilles de la Petrovka, qui est le Petrovka 38, c'est l'équivalent, enfin, à peu près du quai des Orfèvres, 36 quai des Orfèvres. Voilà. Dette extérieure russe qui diminue, c'est parce que plus personne ne veut leur prêter d'argent. Non, c'est simplement des remboursements qui se font et la Russie n'emprunte plus simplement
beaucoup moins à l'extérieur, elle se finance elle-même, ce qui voilà, pourrait peut-être inspirer d'autres grands pays. Très bien. Eh bien, on va passer la parole à Igor. Il y a pas mal de questions sur les BRICS et tout ça, mais tu vas peut-être en parler. Donc, Oui, oui. on les Et- réserve et- pour après ton intervention. Bah, d'ailleurs, juste pour prolonger sur le point d'avant, au mois de septembre, les Russes ont mis de côté 6 milliards d'euros à la banque, hein, sur le fonds de bien-être national. Donc, ils sont dans une logique de désendettement. Parallèlement à ça, quand ils le peuvent, ils thésaurisent, ils mettent de côté. Et donc ça, c'est les exportations d'hydrocarbures, le reste, etc., qui leur permet de remplumer le matelas du fonds de bien-être national. Alors sur l'aide à l'Ukraine, très brièvement, il y a eu un nouveau paquet d'aide annoncé par Washington. Je vous dirai plus le numéro du paquet d'aide, parce qu'il y en a eu tellement, mais je pense qu'on est au-delà du 60e hein, maintenant depuis le temps. 425 millions de dollars, principalement de l'assistance en matière de défense antiaérienne. À cet égard, l'annonce de la rencontre au format de Rammstein, alors souvenez-vous, je vous en avais parlé il y a 2 semaines, qui était annoncée pour il y a quelques jours maintenant, en fait, avait été ensuite reportée du fait de l'ouragan Milton qui approchait de la Floride, qui a contraint Joe Biden à rester aux États-Unis. Suite à ça, on a appris qu'en fait, elle était reportée sine die, et puis maintenant, ça a expliqué là hier ou avant-hier que finalement, elle se tiendrait mais en format online début novembre. Alors, on imagine que, enfin en novembre, on imagine que c'est avant l'élection présidentielle américaine, donc plutôt début novembre, et que ça devrait être assez logiquement la dernière rencontre au format de Rammstein à laquelle Joe Biden prend part, vu qu'il va quitter ses fonctions suite à ce scrutin. Du côté de l'Europe, il y a eu une annonce de l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark et de la Norvège qui, à quatre, vont débloquer 1,4 milliard d'euros pour l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Là aussi en matière d'aide militaire, et tout ceci portera, enfin cette aide, cet argent servira principalement à doter les Ukrainiens de munitions pour la défense antiaérienne. Toujours du côté de l'Europe, les Pays-Bas ont annoncé que de leur côté, ils autorisaient les Ukrainiens à employer les F-16. Ils ont livré quand même euh, près d'une vingtaine d'unités, hein, à les employer donc pour des opérations contre le territoire russe. Alors, les F-16 c'est une chose, mais c'est la question des munitions qu'on met ensuite dessus. Et donc, si la munition est manufacture américaine, bon, les Hollandais peuvent dire vous pouvez utiliser l'avion contre le territoire russe, mais si les Américains disent non, on n'utilise pas nos missiles, bah, le F-16 ne servira pas à grand-chose dans ces cas-là pour frapper le territoire russe. En revanche, il peut être employé pour des combats contre des appareils dans l'espace aérien ukrainien, par exemple. Donc tout dépend, en fait, ça ramène à la question de l'emploi de ces munitions, hein, dont je vous parle depuis maintenant quelques semaines, qui pour l'instant, enfin, donc pour l'instant, les Ukrainiens n'ont pas reçu le feu vert pour les utiliser contre le territoire russe. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky, qui a terminé sa tournée européenne il y a quelques jours, était à Berlin et il n'est pas parvenu à convaincre le chancelier allemand Stolz de lui livrer les missiles russes. Berlin, pour l'instant, c'était toujours pas à l'ordre du jour. Et d'autre part, il n'est pas non plus réussi manifestement à le convaincre concernant les perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, mais ça, je vais en reparler. Alors, je vais en reparler parce que la grande principale information de ces dernières 48 heures, eh bien, c'est la présentation par Volodymyr Zelensky à la Rada, hein, donc au Parlement ukrainien, de son fameux plan pour la victoire, dont on entend parler depuis cet été, qu'il a présenté dans les différentes capitales européennes qu'il a sillonnées ces derniers jours, hein, Paris, Berlin, Londres, Rome. Il l'a présenté à la Rada devant les parlementaires. Alors, il y a 5 points qui ont été rendus publics et manifestement, il y a 3 provisions qui restent secrètes et sur lesquelles il s'est très peu exprimé, mais alors, sur ce que l'on sait de ce plan en fait, qui a été présenté par le président ukrainien, c'est qu'il y a un premier point qui porte sur ouvrir la porte de l'OTAN à l'Ukraine. Bon, c'est pas une surprise, c'est ce que réclament les Ukrainiens depuis maintenant pratiquement plusieurs années en réalité. On sait que certains pays soutiennent, certains pays membres de l'OTAN soutiennent cette démarche, d'autres y restent quand même très réservés. C'est le cas de l'Allemagne, mais il y a aussi le cas de la Slovaquie, par exemple qui sont donc plutôt la Hongrie hein, aussi, qui sont plutôt, comment dirais-je, réservés, voire hostiles à cette option-là. Deuxième point, eh bien, c'est autoriser l'Ukraine
enfin, lever les restrictions sur justement l'emploi de munitions à longue portée contre le territoire russe et poursuivre les opérations sur le territoire russe, donc dans la région de Koursk. C'est donc le deuxième point. Le troisième point, c'est d'accueillir sur le territoire ukrainien. L'Ukraine se propose d'accueillir, souhaite accueillir sur son territoire des systèmes d'armes qui sont présentés par Volodymyr Zelensky comme un ensemble de capacités de dissuasion stratégique non nucléaire, le tout visant à dissuader la Russie d'entreprendre une future attaque ou une nouvelle opération spéciale, comme on dit, à l'avenir. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un petit peu alambiqué de ensemble de capacités de dissuasion stratégique non nucléaire? On peut imaginer que les Ukrainiens se proposeraient d'abriter des systèmes de missiles, par exemple, ou de défense antimissile, un peu ce que les Allemands vont probablement recevoir sur leur territoire, ce que les Polonais ont déjà avec les capacités de défense antimissile. Bref, quelque chose qui soit dissuasif, alors, offensif quand même, hein, donc des systèmes de missiles à portée intermédiaire, comme les Américains s'en sont redotés récemment suite à leur sortie du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, notamment, mais ils ont des capacités conventionnelles, donc des missiles Tomahawk par exemple, hein, mais qui seraient basés sur place et ils ont une portée de plusieurs milliers de kilomètres, hein, et donc qui permettraient, du point de vue des Ukrainiens, de dissuader les Russes d'entreprendre de nouvelles choses. Le quatrième point, c'est le développement du potentiel économique ukrainien. Bon, ça, je passe rapidement. Et le dernier point, eh bien, c'est le partage d'expériences que proposerait l'armée ukrainienne une fois les hostilités terminées. Elle estime avoir acquis, et c'est vrai, une grande expérience sur le champ de bataille. Et par conséquent, elle se propose de le mettre à la disposition des armées de l'OTAN en vue de consolider, d'après Kiev, la défense de l'Europe et voir de remplacer, là où cela est possible, le contingent américain qui sont stationnés dans certains pays européens. Et donc là, il y a voilà les 5 propositions. Alors, selon M. Zelensky, si ce plan est rempli, eh bien d'après lui, les hostilités peuvent se terminer l'année prochaine. Et il a expliqué à la Rada qu'il n'était pas question de brader du territoire ukrainien. Et donc, ça, c'est en référence aux différents articles que j'évoquais la semaine dernière, notamment dans la presse outre-Atlantique, mais aussi dans la presse plus près de chez nous, en Allemagne, en Italie, hein, qui se sont fait l'écho, effectivement, de discussions en haut lieu, y compris en citant des sources anonymes ukrainiennes, selon lesquelles on réfléchissait maintenant à quelque chose qui était encore tabou il y a quelques mois, hein, donc quelques semaines, de concessions territoriales en vue d'obtenir une cessation des hostilités en Ukraine. Après le président ukrainien, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc quand on voit les positions énumérées par M. Zelensky, puis on se souvient des positions énumérées par le président Vladimir Poutine cet été, hein, sur les exigences formulées par la Russie, donc on a les deux exigences en quelque sorte qui sont formulées par les deux, on voit que c'est quand même énorme distance entre les deux, puisque l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN est évidemment une ligne, pour le coup, une ligne rouge, quand même assez claire que les Russes ont depuis de nombreuses années quand même tracée. Le déploiement de systèmes d'armes stratégiques mais non nucléaires en Ukraine, ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles les Russes ont quand même attiré l'attention des Américains. Souvenez-vous, fin 2021, donc avant le déclenchement des hostilités, avec un projet deux projets de traité, un avec les États-Unis et un avec l'OTAN pour reconsidérer l'architecture de sécurité en Europe. Et la question notamment du stationnement de troupes étrangères ou de certains systèmes d'armes en Ukraine faisait partie de provisions. Donc là, en réalité, on est vraiment sur deux positions, c'est pas une surprise, hein, mais qui sont quand même extrêmement loin l'une de l'autre. Et donc, on a du mal à envisager des pourparlers, évidemment, dans ces conditions-là. Mais au moins, les positions sont sont connues, hein, par les différentes parties. Alors, M. Scholz, lui, s'est exprimé lui aussi dans son Parlement mercredi, de manière presque concomitante concomitamment à M. Zelensky qui s'est exprimé devant la Rada. Alors, au Bundestag, le chancelier allemand a déclaré que la Russie devrait participer au prochain sommet pour la paix, hein. Je rappelle qu'il est toujours question de tenir ce sommet d'ici la fin de l'année. Avant l'élection américaine, ça paraît quand même compliqué, mais bon, en théorie, c'est toujours un projet qui est sur la table. Et d'autre part, il a affirmé, qu'il était prêt à discuter avec le président russe.
Cela dit, il a précisé que aucune démarche diplomatique ne pourrait se faire dans le dos de l'Ukraine et qu'il faudrait donc associer l'Ukraine à à ces ouvertures et que pour l'instant, il était nécessaire de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Autre nouvelle du côté du Saint-Siège, puisqu'un envoyé spécial du pape pour la paix en Ukraine, le cardinal Matteo Zuppi, est arrivé à Moscou lundi, où il s'est entretenu notamment avec Sergei Lavrov. Il y a eu peu de choses qui sont sorties sur les entretiens entre les deux hommes, mais il se dit qu'il était question notamment que le Saint-Siège essaye de jouer les facilitateurs, en tout cas pour lever certaines sanctions qui pèsent sur des individus, hein, sur des personnes physiques et des responsables russes. Donc, des bons offices qui sont proposés par le Vatican. Et je vais terminer par une nouvelle qui nous amène du côté des Balkans, que je trouvais assez intéressante. Tout à l'heure, il y avait des questions qui portaient sur la Serbie. Eh bien, il y a eu un sommet qui s'est tenu la semaine dernière dans les Balkans, à Dubrovnik, en Croatie, un sommet qui était intitulé État d'Europe du Sud-Est Ukraine, auquel M. Zelensky a pris part dans le cadre de sa tournée en Europe. Et lors de ce sommet, la Serbie a demandé à ce qu'il y ait des reformulations dans le communiqué final, dans la déclaration conjointe, afin de pouvoir la signer. La Serbie, par exemple, n'a pas souscrit à la formule occupation de la Crimée. Elle a demandé à ce que l'on parle d'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et de même, elle ne souhaitait pas qu'apparaisse la référence au soutien militaire à Kiev, qui a donc été retirée. Euh, et de même, elle ne souhaitait pas être liée par cette communiqué-là aussi à la mention des sanctions. Il y a donc eu des réaménagements sémantiques qui ont permis à Serbie de signer ce communiqué. C'est un communiqué finalement commun qui puisse avoir lieu suite à cette conférence-là. Mais dans ce communiqué, la Russie, donc, le communiqué condamne la Russie et soutient la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Voilà, Président, je m'arrête là pour les nouvelles de cette semaine. Merci beaucoup. Alors justement, il y avait des questions alors déjà sur l'OTAN. Alors d'abord, tu me diras si c'est avéré ou non, et puis on répondra à la question. Il semblerait que le secrétaire général de l'OTAN, Rutte, ait déclaré, ouvrez les guillemets, l'Ukraine sera le 33e ou 34e membre de l'OTAN. Peut-être que quelqu'un d'autre émergera devant elle, mais l'Ukraine sera membre de l'OTAN. Cela a déjà été décidé. Fermez les guillemets. La question de notre auditeur. Que pourrait exiger la Turquie pour dire oui et quel serait cet autre État? La Géorgie? Alors oui, c'est une information que j'ai vue passer cet après-midi. Cette déclaration du nouveau secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg est sorti de ses fonctions il y a quelques jours. Euh, c'est sa déclaration, mais en tout cas, elle ne semble pas correspondre à ce qui a été déclaré par le chancelier allemand récemment et par d'autres responsables, y compris parler de M. Fico, mais on pourrait parler de M. Orban. Parce qu'il y a d'autres pays aussi qui sont réservés, mais qui ne le disent pas forcément. C'est un premier élément. L'autre pays auquel il fait allusion, qui serait de manière intermédiaire membre de l'OTAN, alors la Géorgie, j'en doute, quand je vois la tournure que prennent les relations entre Tbilissi et puis la communauté euro-atlantique depuis quelques semaines. On est quand même on parle maintenant d'annuler le régime sans visa entre l'Europe et la Géorgie. Enfin, le fond de l'air n'est plus vraiment le même. Et d'autre part, je renvoie à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que plus l'Ukraine dans l'OTAN, ça reste un peu long terme, lanterne rouge pour les Russes. Donc, c'est de la posture. Est-ce que c'est de la posture qu'on réaffirme qu'il vient de prendre ses fonctions dans l'optique ensuite de négociations qui vont s'engager peut-être dans les semaines ou les mois qui viennent, ou après, en tout cas, l'élection américaine en 2025? C'est tout à fait possible. Mais pour l'instant, je ne vois pas d'autres vraiment explications à cette déclaration. En fait, il me semble que le nouveau secrétaire général reprend la lettre de la déclaration de Bucarest, hein, et alors, j'allais dire tout par-delà. Enfin, ce communiqué final, hein, signé en 2008, qui avait été le résultat d'âpres négociations entre, d'une part, l'administration Bush
D'autre part, l'Allemagne de Merkel et la France de Sarkozy, les uns souhaitant mettre leur veto à la perspective d'entrer dans l'OTAN, les États-Unis insistant, et donc on a ce compromis qui est un mauvais compromis pour tout le monde en réalité, hein. Avec cette phrase sur l'Ukraine, un jour entrera. Donc je pense que c'est dans cet esprit-là que le nouveau secrétaire général de l'OTAN intervient. C'est donc un rappel de la doctrine, en fait. Alors, sur la Serbie, il y avait cette question qui nous dit ceci. La Serbie sera représentée au prochain sommet des BRICS à Kazan et n'exclut pas de rejoindre l'organisation, a déclaré le vice-premier ministre serbe Alexandre Vulin. Les BRICS représentent-ils une porte de sortie pour Belgrade, lassé de 12 ans d'attente pour l'entrée dans l'UE? Ou serait-ce qu'un moyen de gérer la pression occidentale? Oui, c'est plutôt ça. Je crois que personne n'envisage de renoncer, en tout cas de façon aussi abrupte, à la perspective d'une candidature à l'Union européenne. Bon, le monsieur Vouline a un profil également très particulier, hein. Je rappelle qu'il est sous sanction américaine. C'est un peu, voilà, c'est l'homme des discussions avec la Russie, donc il n'est pas surprenant qu'il fasse ce type de déclaration, mais de là à imaginer la Russie, la Serbie dans les BRICS et une Serbie qui renoncerait à jouer sur tous les tableaux, puisque c'est ça en fait sa stratégie. Euh, L'Union européenne, pas l'OTAN, pour des raisons qu'on comprend, mais également la Chine, la Russie, dans un format bilatéral. C'est plutôt ça sa stratégie, plutôt que de fermer des portes. Alors, on va changer de pays pour cette dernière question, je pense, pour notre éclairage d'aujourd'hui. D'après l'agence TASS, la diaspora moldave en Russie a demandé plus de bureaux de vote pour la prochaine présidentielle et le référendum sur l'adhésion de la République à l'Union européenne qui auront lieu le 20 octobre. Et c'est un signe de forte mobilisation. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a des idées sur quel est le sentiment en Moldavie sur l'adhésion ou non? Est-ce qu'on a des pronostics sur cette question-là et ses implications sur l'ordre régional, je dirais? Non, pas vraiment. J'ai pas vraiment suivi ce dossier-là. Euh, non, il faudra vraiment voir. Il y a une diaspora moldave, évidemment, en Russie. Je peux pas vraiment dire combien ça représente d'individus. Non, il me semble, il y a beaucoup de Moldaves en Russie. D'ailleurs, le consulat n'est pas très loin de la Chambre de commerce France-Russie. On voit souvent des files d'attente assez longues. Il y a toute une... Alors, bon, on va parvenir sur les enjeux des élections moldaves, tiraillées entre la Russie et l'Union européenne. La tendance générale, c'est plutôt quand même que les forces pro-russes sont en reflux. Le référendum, c'est aussi un moyen pour la présidente sortante comment dire, d'influer sur l'autre vote, hein. Alors évidemment, est-ce que vous êtes pour l'entrée dans l'Union européenne? Je pense que pour le Moldave de base, ça veut dire est-ce que vous voulez être riche finalement? Est-ce que vous voulez bien vivre? Oui, je pense qu'une majorité de Moldaves veulent bien vivre. Euh, euh, Ça fait même aucun doute. En revanche, la problématique de la diaspora ici, elle est différente. C'est-à-dire que on perçoit une réticence des autorités moldaves à organiser mettre en place des bureaux de vote pour cette diaspora assez nombreuse parce que les autorités pensent qu'elle est cette diaspora plutôt pro-russe. En tout cas, on sent plus de facilité pour les diasporas moldaves installées en Italie, en Espagne et dans d'autres pays de l'Union européenne qui, elles, sont supposément plus pro-Bruxelles. Donc, qu'il y ait une demande, c'est plutôt normal. Je ne suis pas certain que les autorités moldaves y accèdent. Je pense que la Russie, enfin, je doute que la Russie puisse espérer des résultats très favorables à ces deux scrutins en Moldavie, de façon plus générale, si on réfléchit en termes stratégiques. Que peut faire la Russie en Moldavie? Est-ce qu'elle peut conserver à moyen et long terme son levier à Transnistrie si, par exemple, euh, la ligne de front reste sur le Dniepr, hein, si Odessa n'est pas prise par la Russie? C'est ce qui paraît une perspective extrêmement virtuelle en réalité. Et ça, je pense que c'est la vraie question. Est-ce que la Russie finalement n'est pas en train de perdre totalement la Moldavie, la Transnistrie et donc l'accès au Danube finalement, et quelque part sa politique balkanique qu'on évoquait dans une précédente question? Je pense que ça fait partie
des réflexions stratégiques de la direction russe. Il est possible d'ailleurs que dans le cadre de négociations à venir sur l'Ukraine et éventuellement sur la sécurité européenne, la Moldavie soit incluse. La question du statut politico-militaire de la Moldavie soit posée. Merci infiniment à tous les deux pour tous ces éclairages. C'est donc la fin de notre 215e briefing. Nous nous retrouvons comme d'habitude jeudi prochain à la même heure. Vous pouvez toujours nous poser des questions par avance sur notre ligne qui est ouverte. Et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.